Bien, bonsoir à tous. Alors juste, Olivier Lagrand, Ipsos Loyalty. Je serai votre hôte ce soir, surtout pour faire intervenir nos partenaires clients pour qu'ils parlent de leur expérience. Et je serai secondé par Marie-Paul Bayeul, qui est directrice générale adjointe d'Ipsos Loyalty. Je vous présenterai nos différents intervenants un tout petit peu plus tard. Juste un tout petit point pratique. Si jamais vous avez une question brûlante qui vous prend un moment et que vous avez peur de l'oublier pour la fin, vous avez la possibilité de vous connecter, alors c'est affiché ici, à un petit site, www.ipsos.fr/écoute client, si je me souviens bien, parce que c'est plus affiché. Enfin, ça tourne, donc vous devriez le revoir, et qui vous permettra de poser des questions, alors de manière anonyme ou pas, hein, vous pouvez vous loguer ou juste insérer les questions, ce qui nous permettra de les récupérer à la fin de cette intervention et d'y répondre. Bien entendu, on a aussi des bons moyens offline, donc on aura un micro à disposition si vous avez des questions pour nos intervenants à la fin de cette session. D'accord ? Et puis en cas de question, de toute manière, Louis sera capable de répondre à toute problématique technique en cas d'impossibilité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ipsos, une très rapide introduction, et plus particulièrement, vous connaissez certainement Ipsos, mais Ipsos Loyalty, on est l'activité chez Ipsos qui se spécialise dans l'écoute client, donc concrètement sur les enquêtes de satisfaction et de pilotage de l'expérience client. On a une position de leader aujourd'hui sur le marché, on est présent dans 87 pays, on est un peu plus de 2000, on va dire, de spécialistes de l'expérience client dans le monde aujourd'hui, une équipe de 80 personnes en France. On intervient sur tout type de problématiques, je dirais assez classiques, autour de la satisfaction et du pilotage de l'expérience client, donc des baromètres relationnels stratégiques pour définir des priorités, le pilotage en continu à chaud, la mesure à chaud de la satisfaction client, ou même du mystery shopping, avec un accompagnement qui va de bout en bout, c'est-à-dire depuis le journey mapping, donc tout ce qui est cartographie des parcours clients, jusqu'à l'activation, voire de l'intégration dans les systèmes IT et CRM. Voilà, je vais fermer ici la parenthèse commerciale. Pour ceux qui ont des questions éventuelles ou des besoins de précision, vous avez nos contacts dans les petits leaflets qui vous ont été distribués et bien entendu à travers l'application le cas échéant. Et nous sommes évidemment à votre disposition, en fin de cette session. Donc, revenons à des choses plus intéressantes et moins triviales, puisqu'il s'agit aujourd'hui, comme M. Loyal le disait en introduction, de parler de l'expérience client et de l'écoute client, puisque vous savez aujourd'hui que ce client, je vais probablement dire des banalités pour nombre d'entre vous, mais il a considérablement évolué. Ses attentes ont effectivement changé. Alors, sous l'impulsion de la nouvelle économie digitale, des nouveaux modes de relation client, besoin de personnalisation, d'individualisation de la relation. On le voit aussi dans les études, ce besoin d'avoir un parcours client qui est fluide, qui est cohérent, l'omnicanalité, voilà, enfin toutes ces choses que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, donc des attentes, et des attentes aussi d'un lien et d'une relation émotionnelle avec les marques qui est de plus en plus forte pour passer de cette satisfaction à l'expérience client. D'ailleurs, je crois que Denis a des choses à nous dire sur le sujet. Donc, qui dit évolution du consommateur, du client, du citoyen, de l'usager, dit évidemment derrière nécessité de mieux le comprendre, de mieux le suivre et de faire évoluer les stratégies clients et de mieux s'adapter. Et c'est l'objectif de cette session, c'est que nos trois intervenants aujourd'hui présents, donc Françoise Mourier de Pôle emploi, Denis Morla de BNP Paribas Personal Finance, as known as CTLM, et Romain Dufour de Groupe PSA, maintenant, qui est la bonne appellation depuis 5 jours, précisément. Nous parlerons justement de comment aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la stratégie, la place du client au sein de leurs organisations, comment ils écoutent aujourd'hui ce client, ce consommateur, ce citoyen, ce demandeur d'emploi, pour mieux y répondre, et puis quelles sont les questions qui se posent et que certainement vous vous posez aussi dans vos organisations, de comment anticiper la suite, comment être certain pour le coup que l'on s'adapte à ces consommateurs, ces clients toujours changeants, dans l'optique d'avoir un coup d'avance. Voilà. Donc, en guise, je dirais, d'introduction et un peu pour planter le décor, Madame, Messieurs, je vous propose peut-être de revenir un peu sur la stratégie client aujourd'hui, les grands enjeux qui se dégagent, les objectifs, les grandes questions qui se posent, ce que ça peut vouloir dire derrière pour vous ou en termes d'impact client. Donc, je ne sais pas, Denis Morla, est-ce que vous souhaitez commencer les hostilités? La stratégie client, la place du client chez CTLM aujourd'hui, c'est quoi? Là, j'ai pas le droit de te dire non.
La place du client, alors c'est pas une place 7LM, pour resituer un petit peu, il n'y a pas de commerce hein, là-dedans, c'est juste pour vous expliquer d'où on vient. On offre des solutions de financement en point de vente, et en France on le fait depuis 60 ans. Donc on a, je dirais, un client qui est forcément au cœur de nos préoccupations, puisqu'il faut qu'on soit complètement en ligne avec ses attentes sur un point de vente pour pouvoir l'aider dans le financement de ses projets. Sa place... Ouais. D'accord. Sa place chez nous, je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail, je vais juste donner l'exemple de ce qu'on a fait. On a défini un nouveau positionnement marketing de notre entreprise qui s'appelle 7LM, le partenaire de vos projets. Ce positionnement a été co-construit avec les consommateurs. Donc c'est pour dire qu'on a vraiment voulu le mettre concrètement au cœur de nos préoccupations. Je dis cette phrase et en même temps je sais à quel point elle est bateau, puisque dans toutes les entreprises on veut mettre le consommateur au cœur des préoccupations, mais là on l'a fait concrètement et ça montre la place qu'on veut donner effectivement à ce consommateur. J'ai un micro. Eh bien, je vais continuer avec Françoise. Chez vous, le client, c'est un peu compliqué puisque c'est un client, c'est à la fois le demandeur d'emploi et l'entreprise. Donc, pourquoi avoir choisi de le mettre au cœur de l'organisation et comment avez-vous fait pour le mettre au cœur de cette organisation? Ouais, donc, à Pôle emploi, pas de chance, hein, je ne suis pas au bon endroit, mais à Pôle emploi, on ne parle pas de clients. On parle de demandeurs d'emploi et d'entreprises, mais pour autant, ils sont complètement aujourd'hui au centre effectivement de notre organisation et de nos préoccupations. Quand on interroge le directeur général de Pôle emploi, qu'on lui demande finalement à quoi est-ce qu'on va voir que Pôle emploi a réussi sa transformation, il répond eh bien, on va le voir tout simplement à un seul indicateur central, c'est la satisfaction de nos publics, la satisfaction des demandeurs d'emploi et la satisfaction des entreprises. Donc aujourd'hui, la façon dont Pôle emploi est piloté, Pôle emploi est piloté par les résultats, et les résultats, c'est la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises. Alors, quand on dit ça, on est un petit peu en bout de chaîne. Mais quand on va sur le début de la chaîne, c'est-à-dire au moment où on conçoit l'offre de service, où on la structure, eh bien là aussi, aujourd'hui, on est dans une démarche qui associe complètement les demandeurs d'emploi et les entreprises sur finalement la définition de cette offre de service à partir de leurs besoins, à partir de leurs attentes. Et on a vraiment complètement changé nos orientations. Alors évidemment, on reste un gros organisme public, un gros opérateur. On reste aussi avec des contraintes fortes, des tutelles importantes. Mais même avec nos tutelles, c'est ce que l'on a négocié, d'être jugé sur nos résultats qui sont la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises. Alors Romain Dufour, chez Groupe PSA, c'est Push to Pass maintenant. Voilà. Nous, on fait notre mutation. On était avant tout un constructeur automobile, connu comme tel. Le client, pendant des années chez nous, ça a été lui offrir du produit, lui offrir de la qualité de produit. Ça reste vrai, mais on est en train de faire une mutation, alors qui a démarré il y a quelques années déjà, hein, pour que non seulement la qualité de produit, mais également la qualité de service, la satisfaction du client lorsqu'il passe dans nos réseaux, dans un premier temps, mais également à tous les moments de son parcours client, lorsqu'il envisage soit d'acheter une voiture, soit de la faire entretenir. C'est quelque chose que maintenant on intègre complètement dans notre démarche, avec la volonté de se libérer un petit peu de ce parcours physique où on va chez le concessionnaire et on repart avec une voiture, où on va chez le concessionnaire, on dépose sa voiture, faire en sorte que le client se sente valorisé sur l'intégralité de son parcours à partir du moment où il s'est intéressé sur Internet, sur les réseaux sociaux, faire en sorte qu'on aille capter son avis, le valoriser, je redis le terme de valorisation, le valoriser, faire en sorte qu'il soit écouté, qu'il se sente partenaire. Et c'est quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus. On en parlera des freins aussi. C'est pas facile quand on est un groupe aussi multiple et puis dépendant aussi de ces réseaux, de faire en sorte de faire adhérer tout le monde à la démarche. Mais c'est bien ce qu'on essaye de faire. Et le plan Push to Pass qu'évoquait Olivier, c'est notre nouveau plan stratégique pour les 5 ans à venir, qui a été dévoilé la semaine dernière, et dont la première des volontés, c'est Quality First. Et Quality First, c'est pas simplement la qualité de produit, c'est également la qualité de service et la satisfaction de nos clients.
Donc, compte tenu de l'importance prioritaire que vous avez chacun dans vos organisations, c'est-à-dire de mettre le client au centre, j'imagine que la collecte de la voix du client est quelque chose, un enjeu primordial pour vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les dispositifs d'écoute que vous avez mis en place chacun dans vos organisations? Est-ce que ça a impliqué des défis, des contraintes que vous avez dû surmonter? Et enfin, les choix que vous avez faits. Romain, on va commencer par vous. Alors, il y a quelques années maintenant, PSA a fait le choix d'interroger tous ses clients. Pas simplement un panel, pas simplement les clients volontaires, tous les clients. Donc en fait, aujourd'hui, chaque client qui passe dans un point de vente, chaque client qui achète une voiture ou chaque client qui fait entretenir sa voiture, et on l'interroge sur sa satisfaction, pas simplement sur sa satisfaction, sur est-ce qu'il a trouvé également ce qu'il s'attendait à trouver dans le réseau. Il faut qu'on aille de plus en plus vers cette notion de quelle a été votre expérience client. Mais aujourd'hui, on interroge tous les clients pour lesquels on a des coordonnées, donc essentiellement une adresse email valide. Tous les clients dans le monde entier, pour nos 3 marques, puisqu'on a maintenant 3 marques, Peugeot, Citroën et DS, et donc pour les 2 activités, véhicules neufs et après-vente, on interroge également nos clients des véhicules d'occasion, nos clients du B2B. Donc on a à cœur, et on maintiendra cette stratégie, d'interroger 100% de nos clients, parce que ce qu'on cherche avant tout, c'est d'avoir un avis qui soit non seulement représentatif, pour ça on pourrait avoir un panel, mais également l'outil de la captation de cette voix du client est un outil aussi de resatisfaction des clients insatisfaits. Et pour ça, il faut bien qu'on interroge tous nos clients. Donc on a développé cette enquête, qui est une enquête, je le redis, pour tous les clients partout dans le monde et pour nos 3 marques, et qui nous permet de diagnostiquer également les clients insatisfaits et de les resatisfaire au plus vite. Donc on a mis en ce sens en place un process qu'on a appelé process Hot Alert, qui permet au réseau d'activer très très vite les leviers de la resatisfaction. Moi, j'avais une petite question supplémentaire quand même par rapport à ça. Comment on fait, on parle de resatisfaction, d'entraîner le réseau, comment on fait pour mobiliser ce réseau, le garder motivé, l'engager autour du client à travers ces outils? C'est le challenge qu'on a tous les jours, qu'on a encore plus avec Push to Pass, parce que ça, mettre la qualité au devant de la scène oblige les réseaux. Il faut être honnête, l'intégralité des réseaux n'a pas la qualité de service absolument vissée ni dans le cerveau, ni dans le cœur, ni bon. Et donc c'est une incitation qui peut être parfois financière à la qualité de service, avec tous les biais que ça peut avoir, avec tout le côté j'interroge un client et surtout je lui demande de me mettre 10 parce que ma rémunération en dépendra. Mais ce qu'on essaie avant tout, et ça c'est par une prise de conscience d'abord au niveau du groupe PSA, c'est de faire en sorte d'infuser, de diffuser cette culture client et le fait que nos réseaux comprennent, et le comprennent progressivement, les meilleurs le comprennent, comme par hasard les meilleurs le comprennent, les moins bons ont plus de mal, que la satisfaction d'un client aujourd'hui, c'est la pérennité de leur entreprise et c'est la solution d'avenir. C'est quelque chose de longue haleine, et s'il y a bien quelque chose qu'on a compris, je pense maintenant, c'est si ça ne venait pas du siège, du central, du groupe, de la culture d'entreprise, ça ne viendra pas du tout. C'est quelque chose qui doit absolument être effectivement top-down dans la culture, mais également après récupérer auprès des réseaux leur propre influx pour qu'eux nous disent ce que c'est pour eux que la satisfaction client. Et c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on ait un échange permanent. Nous, on a démarré ça, c'est quelque chose de très long. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, je pense, de la plupart de nos réseaux sur le fait que c'est par la qualité de service avant tout, mais également par les produits, mais par la qualité de service qu'on se différenciera. Denis, je pense que quand on parle de mobilisation des équipes autour de la satisfaction, c'est des choses qui résonnent un petit peu avec ce qui se passe chez CTLM en matière d'écoute client, d'animation. Alors complètement, et je crois qu'on a en plus, enfin, on a comme chez PSA, le groupe PSA, la nécessité d'embarquer à la fois les fonctions centrales, ensuite les pays, et dans les pays, les opérationnels qui sont en contact avec le client, avec des niveaux de maturité qui peuvent être extrêmement variés, et pourtant une intention relationnelle, et c'est ça là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on ait une intention qui soit fixée, qui soit suivie au plus haut niveau de l'entreprise. Chez nous, ça a été effectivement la volonté d'être le partenaire des clients. Il faut comprendre le mouvement que ça engendre, c'est-à-dire devenir le partenaire des clients chez nous. Il faut savoir que CTLM, on est là pour faire une transaction à un moment donné sur un point de vente. C'est une opération qui est rapide, contrôlée en termes de risque, mais qui est rapide. On était, nous,
quelque part complètement dans le transactionnel. Donc, le savoir-faire, c'était d'être transactionnel et pas le relationnel. Donc là, on décide d'autre chose au niveau de l'entreprise qui nous emmène vers une relation beaucoup plus profonde, qui n'est pas juste de la satisfaction du client, mais effectivement un basculement vers une problématique plus d'expérience client avec cette intention relationnelle. En termes d'outils, ce que ça veut dire, c'est qu'on a conservé un baromètre assez historique qu'on a de satisfaction dans 12 pays, assez classique, mais qu'on a voulu faire évoluer justement pour ne pas rester dans un outil de mesure opérationnel qui, jusqu'à présent, était intéressant, mais mal utilisé puisqu'il ne donnait pas les leviers d'action en local. Donc c'était, je dirais, une manière de prendre de la distance avec les pays qui nous disait c'est très intéressant, tu arrives 6 mois après et tu me racontes que je dois progresser là-dessus, je ne sais même pas ce que je dois en faire. C'est très intéressant, il n'y a aucun doute. Mais là, on avait un baromètre qu'on avait, je dirais, mal utilisé et qu'on continue juste pour se dire on a une intention relationnelle qui est claire maintenant, il faut absolument qu'on la traque, qu'on la suive. Par contre, ce n'est pas suffisant. Donc on a complété avec un certain nombre de choses, là aussi en se disant, on est dans un modèle, chez 7LM, on est une industrie, même si c'est une industrie bancaire, c'est quelque chose de très processé, très industriel, du coup avec un suivi des indicateurs qui était assez simple, et aujourd'hui on se voit qu'on a des cibles qui se démultiplient, et qu'aujourd'hui on a plein de centres d'intérêt, on n'a pas un seul client, mais ça comme tout le monde, et on a une multitude de clients différents, et on a besoin d'avoir ces focus, je dirais, pour anticiper l'avenir, et de se dire, j'ai besoin d'interroger, par exemple, il y a 3 ans ou 2 ans, on faisait un focus particulier sur les souscripteurs de crédit sur mobile. On en avait très peu dans certains pays. Bon, on a décidé quand même de faire une enquête spécifique, qui était un complément du baromètre de satisfaction, pour comprendre cette cible spécifique et se dire, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas notre cible prioritaire, mais clairement, c'est demain, et on l'anticipe grâce à un module, je dirais un boost d'interviews supplémentaires qui nous permet de comprendre. Alors, comme on a eu au départ, à chaque fois, le premier réflexe qu'on a eu quand on avait des questions, c'était de prendre un nouvel outil. Mais la conclusion, c'est qu'on en avait vraiment besoin. On a ajouté aussi sur ce baromètre des petits focus très rapides, qualitatifs, suite au questionnaire quantitatif, juste en se disant par moment, c'est vrai que le quanti, on l'a tous expérimenté, par moment c'est un peu froid et on ne comprend pas très bien. Je vais prendre juste un exemple assez parlant chez nous. Je disais tout à l'heure, quand on donne un crédit, ça doit être extrêmement simple. Donc on a un item forcément sur la simplicité de souscription. Cet item a baissé dans un pays, donc chez nous c'était le drame, et donc la révolution que tout le monde a pu connaître un jour dans son entreprise, de dire il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse des choses. Le Cali nous disait juste que c'était devenu trop simple. Donc nous on travaillait à simplifier tout, et en fait le client nous disait je ne suis pas satisfait de la simplicité parce que c'est trop simple. Et que dans le crédit on ne fait plus confiance. Donc on voit que l'utilité de ce petit outil très rapide à dégainer est extrêmement forte. Alors ça, c'est sur la partie, je dirais, contenu des résultats. Après, ce que je trouve très important dans ces outils, c'est qu'on les a laissés à la main des pays. Donc nous, on centralise quand même beaucoup de choses, mais ça, on a dit, c'est vous qui nous dites les boosts que vous voulez faire, et c'est vous qui nous dites les focus quali que vous voulez faire. Et je pense que dans la façon de les embarquer, c'est aussi de les impliquer complètement et se dire, quand on est en fonction centrale, on a notre rapport de spécialistes, mais en même temps, c'est eux concrètement qui vont faire le job sur le terrain. Et du coup, il faut qu'on arrive à les embarquer. Cet outil-là est vraiment un outil d'animation qui montre qu'aujourd'hui, c'est assez efficace. Et ensuite, mais je ne vais pas rentrer dans tout le détail, on a effectivement le déploiement des enquêtes à chaud, là pour répondre à la problématique vraiment très opérationnelle, se dire on a des points très précis à mesurer, des questionnaires très courts, systématisés si possible, à la fois pour avoir une dimension très opérationnelle, parce que nos pays restent quand même, à un moment donné, ils ont des choses très opérationnelles à régler, et aussi, bien sûr, pour animer, se dire que sur une plateforme, quand vous avez un bel écran qui vous donne le niveau de performance de la plateforme, avec le taux de prise d'appel, etc., quand on arrive à rajouter le taux de satisfaction à côté, on se dit qu'on a fait rentrer concrètement le consommateur, je dirais, même au plus près du réacteur commercial de l'entreprise. Merci, Denis. Enfin, pour le coup, je reviens juste un tout petit point sur l'international qui est intéressant. Alors, je dis, on a eu un scoop aujourd'hui sur l'éloge de la complexité. Moi, c'est assez unique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de simplification du parcours client et bon, là, on a un exemple un peu à contrario. Juste un point là. Donc, Denis, tu disais que pour le coup, cette capacité à laisser le pays, on va dire, relativement maître aussi de ses outils locaux lui permet de s'impliquer. Enfin, je veux dire, c'est toujours cette problématique de comment combiner un besoin de centralisation, de coordination et aussi de l'opérationnalité locale. Romain, sur le dispositif NetEQC, on est sur 30 pays. Oui, on est sur une trentaine de pays, tous filiales. Comment on fait pour animer ce réseau? On a, avec Ipsos, développé et lancé un portail qualité, qui est un portail Internet, qui est accessible à tous les niveaux de l'entreprise,
Quand je dis tous les niveaux de l'entreprise, ça va du PDG jusque le concessionnaire, l'agent, le vendeur et ce Quality Portal, c'est son nom. Ce Quality Portal, non seulement donne tous les résultats, donc en fait tous les points de vente au quotidien ont leurs résultats, quand je dis les résultats, c'est les notes des clients, mais ça, à la limite, c'est le b.a.-ba, la note. Surtout, ils ont les verbatims de tous leurs clients. Ils ont un outil de traitement des verbatims qui leur permet de qualifier ce que le client a dit et de donner les grandes masses, de dire qu'un concessionnaire puisse dire tel vendeur, il a des aspects très positifs sur tel ou tel sujet, c'est ce que ses clients disent, il a des aspects très négatifs sur tel ou tel sujet, donc c'est un outil de management également du point de vente, mais c'est également un outil de management, on le disait, au niveau du pays, parce qu'au niveau du pays, ça permet de gérer l'excellence de son réseau ou pas. Hein. Il y a une partie du réseau qui n'est pas excellent, et donc ça le permet de piloter l'évolution de son réseau, et tant qu'à faire, de le piloter de manière positive, en mettant en exergue les bons, ceux qui ont des bonnes performances, et donc faire du partage d'expérience, et également donc, au niveau central, au niveau du siège, où là, on a, nous, la capacité à aller identifier les pays, les points forts et les points faibles de chacun des pays, et voir ce qu'il faut mettre en place. C'est ce qui nous a notamment permis, l'année dernière, de mettre l'accent sur des éléments qui ressortaient, mais qu'on avait du mal à quantifier, sur le comportemental et les compétences de nos premières lignes, la manière dont c'était appréhendé. Et donc ça nous a permis également de poser d'autres questions à nos clients, d'essayer d'affiner un petit peu quelle était leur vision de notre prestation, quelle était leur vision de leur expérience client. Et donc c'est des allers-retours permanents entre ce que pense le client, la manière dont on peut l'exploiter, la manière dont on peut le catégoriser, la manière dont chaque pays peut s'approprier ses propres points forts et points faibles. C'est ça qui nous permet de faire du fine-tuning, on va dire, pays par pays, voire point de vente par point de vente. Justement, Françoise, du côté des demandeurs d'emploi, vous avez voulu, depuis déjà plusieurs années, accélérer, je dirais, l'écoute des demandeurs d'emploi, au plus près des événements. Et pourquoi cette décision? Je pense que ça rebondit un peu sur ce que viennent de dire Romain et Denis sur aller au plus profond de l'organisation, mais si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Ouais. Alors, on part d'une situation, il y a 4-5 ans, où on faisait encore des baromètres annuels, et où, surtout si le baromètre n'était pas très bon, on le planquait vite fait dans un coffre-fort, et on évitait à la fois qu'il circule en interne et en externe, à une situation aujourd'hui très, très différente. Alors, on continue à avoir, comme vous l'indiquez, un baromètre annuel qui permet de prendre quelques orientations stratégiques ou de vérifier que les orientations stratégiques qu'on a pu prendre sont les bonnes. Et puis on a aussi un système d'enquête local très, très à chaud, qui se base suite à chaque expérience de service avec Pôle emploi, suite à l'inscription, suite à la clôture d'une offre pour l'entreprise, et puis ensuite comme ça tout au long du parcours client, on va interroger le demandeur d'emploi ou l'entreprise. Et quand je parle d'enquête locale, on a à peu près 1000 points d'implantation, et ces mesures-là sont redonnées ensuite via une plateforme. Je pense qu'on a la même, alors elle n'a pas le même nom parce que chacun en est imaginatif, et on la rebaptise, qui permet à chaque site, à chaque directeur de site, à chaque équipe d'avoir accès à ces résultats au fil de l'eau. Et là aussi, de la même manière, avoir accès aussi au verbatim des demandeurs d'emploi ou des entreprises, de façon à pouvoir effectivement aller plus loin dans la qualification. Alors c'est très intéressant parce que d'abord ça évite d'avoir une batterie de questions trop longue. À partir du moment où vous posez une question ouverte et vous avez la capacité derrière d'analyser cette question ouverte, soit en lisant chaque verbatim, soit encore mieux en faisant du text mining derrière, c'est-à-dire de l'analyse de verbatim qui va vous permettre de vous dire, tiens, ce trimestre-ci, on voit qu'on monte, l'insatisfaction autour de l'accueil est en train de monter, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, ou au contraire, que la satisfaction sur tel autre sujet est en train d'augmenter. Ça permet effectivement de piloter et de rectifier très rapidement et de mettre en place les actions correctives, donc des actions qui sont mises en place à tous les niveaux de l'organisation. On a autre chose aussi, et qui là est assez particulier, parce que je crois qu'à part les hôpitaux,
qui font ça également, on doit être les seuls, c'est qu'on communique à l'externe la satisfaction de nos clients, des demandeurs d'emploi et des entreprises. On communique nos résultats. Alors, on ne les communique pas simplement au niveau national, mais aujourd'hui, vous avez sur pôle emploi.org la possibilité de savoir comment votre agence locale est notée par les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, et également aussi d'avoir quelques résultats supplémentaires comme effectivement son influence sur le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est très important et mine de rien, c'est aussi quelque chose qui booste ce comportement qui se tourne davantage vers le client, le demandeur d'emploi, parce que quand vous savez que non seulement vous êtes noté, mais qu'en plus ces éléments-là vont être communiqués, il y a une conférence de presse autour de cette communication sur les résultats, on s'est engagé à continuer à le faire, donc c'est un rendez-vous régulier que l'on a pris avec la presse et avec le monde extérieur, de dire voilà, eh bien maintenant on va vous montrer et on va communiquer sur nos résultats. Alors, bon, vous en doutez, on a encore des progrès à faire. Aujourd'hui, on est à 2 demandeurs d'emploi sur 3 ou 2 entreprises sur 3 qui sont satisfaites des services. On a encore de la marge de progrès, mais le fait de montrer ça et de communiquer ça, c'est réellement aussi un point qui booste énormément à l'interne. Voilà, et donc, et qui permet de développer cette culture de la satisfaction. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Alors, ce n'est pas la même plateforme, je tiens à le dire. On ne restitue pas forcément les concessions comme les agences Pôle emploi, mais justement, enfin, on parle quand même. Alors, on en parlait un petit peu avant aussi. Il y a parfois l'image et la perception qu'on peut avoir d'une institution comme Pôle emploi, et finalement la façon dont vous suivez les demandeurs d'emploi, les entreprises, les clientes, qui sont à bien des égards, et notamment par rapport à certains de nos clients, je dirais même dans le secteur privé assez avant-gardiste. J'imagine que quand même, au sein de Pôle emploi, qui est pour le coup, comporte des équipes importantes, ça représente un changement aussi, vous l'évoquiez, qui est important. Comment on fait pour amener ou diffuser la bonne parole, la customer centricity, comme on dit parfois avec des barbarismes anglicistes, au sein des équipes Pôle emploi? Voilà, comment on les amène à vraiment mettre le client au cœur, et quelles sont je ne sais pas si c'est des recettes ou des trucs, mais en tout cas des choses que vous avez expérimentées et qui ont marché là-dessus. Déjà, enfin, je pense que ça a été dit, mais le portage par l'ensemble de la ligne managériale, il est fondamental. Quand vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un directeur général qui dit moi, la façon dont vous faites les choses, à la limite, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est les résultats. Et c'est que quand on va arriver en bout de course, on puisse se dire effectivement la satisfaction est au rendez-vous. Ça aide quand même beaucoup à porter les choses. Après, effectivement, j'entendais tout à l'heure le fait de passer d'une relation transactionnelle à une relation de service et à une relation à être sur le relationnel, c'est effectivement tout l'enjeu que l'on a aujourd'hui. On est au sein de Pôle emploi dans une vraie transformation d'un certain nombre de métiers, dans une transformation de la relation. C'est porté à la fois par ces transformations-là et ça s'appuie sur cette possibilité que l'on donne au site et peut-être demain, y compris au conseiller lui-même, d'avoir une vue sur la satisfaction qu'il génère de par son action. On a déjà aujourd'hui la possibilité pour le conseiller de voir finalement quel impact il a personnellement sur le retour à l'emploi du demandeur d'emploi. Ça, c'est des informations qu'il a, donc il a son résultat. Là, on va aller doucement, parce que ça prend un petit peu de temps, mais on va aller aussi sur lui donner une vue sur la satisfaction qu'il génère au niveau des demandeurs d'emploi. On l'a aujourd'hui sur l'entreprise, c'est un peu plus facile puisque, par exemple, les entreprises acceptent davantage de lever l'anonymat quand elles répondent aux enquêtes. Donc, ça permet aussi de savoir finalement avec quelle entreprise ça a fonctionné, avec quelle entreprise ça n'a pas fonctionné, pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que j'ai fait qui a marché ou qui n'a pas marché. D'ailleurs, dans la plateforme que nous avons mise en place, donc qui s'appelle Isatis, puisque voilà,
on a également installé une fonctionnalité supplémentaire qui est la possibilité pour l'entreprise, alors qu'elle soit satisfaite ou pas, de demander à être rappelée par les équipes de Pôle emploi. Et ça, c'est quelque chose que l'on vient d'ouvrir dans les 2 derniers mois qui viennent de passer. Donc aujourd'hui, suite aux enquêtes de satisfaction, nous rappelons les entreprises, alors aujourd'hui qui sont satisfaites et insatisfaites demain. Évidemment, si on ouvre cette fonctionnalité aux demandeurs d'emploi, peut-être qu'on sera amené à resserrer sur les demandeurs d'emploi plutôt insatisfaits, parce qu'après, c'est aussi une question de volumétrie derrière et d'arriver à gérer aussi l'ensemble des paramètres. Mais voilà ce vers quoi on va pour faire rentrer la satisfaction au cœur de l'entreprise. Puisque l'on parle de l'avenir, justement, vous avez chacun déployé des outils, accompagné ces évolutions. Vous avez parlé des plans stratégiques, de la place du client qui n'a cessé d'évoluer. On sait que c'est un sujet qui est... On ne compte plus les plans à 2020 qui ont mis le client au cœur de la stratégie. Donc du coup, qui dit évolution des enjeux, dit évolution aussi des outils d'écoute. Alors Denis, tu évoquais qu'effectivement, il y avait déjà eu des changements qui avaient été opérés historiquement en passant d'un baromètre un peu monolithique et récurrent à un écosystème un peu plus agile qui permet aussi de générer de l'appropriation au niveau local. Néanmoins, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est pas que j'imagine, je sais, donc forcément je suis biaisé, tout ça touche à une certaine limite et par rapport aux enjeux, il y a des questions qui se posent, des réflexions. Donc en commençant par toi et puis après en passant la parole à chacun, quelles sont justement un peu les réflexions, les enjeux, les besoins, les questions qui se posent, les orientations déjà prises éventuellement, comment se prépare l'avenir de l'écoute du client et comment tout ça se connecte au schéma plus global. Le sujet est vaste. Je vais prendre deux principales idées. La première que je trouve clé, c'est qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, dans notre modèle historiquement transactionnel, on mesurait notre qualité à délivrer, notre capacité à délivrer un bon niveau de qualité opérationnelle. Là, en passant de la satisfaction à quelque chose qui s'apparente plus à de l'expérience client, on a déjà commencé à enrichir notre baromètre avec des dimensions qui sont quand même beaucoup moins, opérationnelles, qui portent plus vers de l'émotionnel ou ce genre de choses. Et donc, je trouve qu'un des vrais enjeux auxquels nous, on a à répondre, c'est de se dire comment est-ce qu'on mesure davantage cette dimension-là, comment on l'intègre davantage. Et mon plus grand défi dans l'entreprise, comment là je fais adhérer des gens qui ont l'habitude de traiter des process et des choses dans le genre, des temps de prise d'appel, etc. Comment je leur parle d'émotion dans un secteur bancaire qui n'est pas le plus émotionnel, en tout cas en interne. Du coup, voilà, ça c'est un vrai défi, c'est de se dire, on a mesuré grâce à des analyses complémentaires qu'on a faites, et ça c'est un point important aussi, je pense qu'on a tous une masse d'informations qui est juste redoutable. Souvent on utilise quelques indicateurs parce qu'il faut bien en retenir, mais alors on peut faire aussi énormément d'autres analyses avec tout ce qu'on a, et on a essayé d'approcher cette dimension émotionnelle. Alors je vais donner juste un exemple, mais il y a un item qui est: est-ce que vous pourriez être ami avec cet LM ? Ne riez pas, on a beaucoup de clients qui nous disent oui. Donc c'est pas forcément avec notre mascotte, mais vraiment avec notre marque. Mais c'est un marqueur qui est très fort, et si vous l'intégrez, quelqu'un qui est capable de vous dire ça, vous vous rendez compte de la force de la relation qu'il peut avoir avec nous. Elle est très forte. Par contre, moi en interne, quand je dis faut que nos clients deviennent beaucoup plus amis avec nous, c'est pas pareil que de dire faut réduire le temps d'attente pour avoir quelqu'un au téléphone, quoi. Donc là, on a un vrai challenge qui est à la fois de mesurer correctement ça et surtout de pouvoir le convertir en plan d'action. Donc ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, on est en train de réfléchir à voir comment est-ce qu'on réorganise, qu'on fait d'autres choses. Alors, on est vraiment au début de la réflexion. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait co-créé des choses avec des clients. Donc là, on va essayer de co-créer notre futur dispositif de mesure de l'expérience client avec les parties prenantes et le plus de gens possible dans l'entreprise. Donc là, c'est un autre challenge qui nous attend, c'est de se dire, il y a les spécialistes, d'accord, mais nous, on veut embarquer les gens. Et donc, comment est-ce que grâce à la co-création, grâce à des méthodes de design thinking ou ce genre de choses, on va créer notre dispositif, mais collectivement, et ce ne sera pas une vision du central qui s'impose aux pays. On va réunir les pays lors d'un séminaire annuel qu'on a avec eux, et on va imaginer notre dispositif à venir. Donc là, je pense que c'est aussi une autre manière de les engager. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se tournent vers de nouveaux modes de fonctionnement, plus, je dirais, beaucoup plus transversal, agile. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Donc aujourd'hui, clairement,
C'est une étape. C'est une étape pour venir nourrir ce qu'on a construit depuis des années, qui est une espèce de communauté d'acteurs dans l'entreprise autour de ce sujet-là. Et quand je dis communauté, ce n'est pas juste des mails qu'on s'envoie, c'est qu'il y a vraiment une plateforme physique dans laquelle les gens peuvent échanger, partager les best practices, etc. Donc il y a vraiment cette notion d'animation qui va être vraiment clé pour qu'à un moment donné, on ne se dise pas, effectivement, on est très distant des problématiques pays, mais chacun aura contribué à le construire et du coup sera beaucoup plus investi. Romain, l'émotion chez Groupe PSA. Non, mais c'est très marrant parce que je ne vais pas réinventer l'eau tiède. Il y a des sujets qui sont aujourd'hui très porteurs, qu'on partage, c'est pas très surprenant. L'émotion en fait partie, c'est remettre l'émotion au cœur d'une relation client qui en est un peu trop souvent dépourvue. Alors, moi, un premier axe principal qui est notre b.a.-ba, la base qu'il faut absolument qu'on ait, c'est faire effectivement de cette relation client quelque chose de cohérent et de valorisant. Aujourd'hui, tu parlais d'écosystème, on a, pendant toute la période où le client, c'est ce qu'on appelle le parcours client, pendant toute sa démarche, où, entre le moment où il réfléchit à acheter une voiture, puis le moment où il va l'acheter, le moment où il va l'entretenir et le moment où il va imaginer de la remplacer, on souhaite garder toute une panoplie de moments où le client peut s'exprimer, peut dire ce qu'il pense sur l'expérience qu'il est en train de vivre, sur voilà, j'ai été configurer ma voiture sur Internet, je trouvais que c'était bien, pas bien, je m'exprime. Après, je suis allé dans le point de vente, ma configuration que j'avais faite, je suis obligé de la refaire avec le vendeur, ça me saoule, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'interactivité, plus de valorisation. Ce qu'on essaye de faire, c'est faire que tous ces points de contact deviennent le plus cohérents possible et que le client, au lieu de se dire on me propose 20 fois de donner mon avis, de manière sollicitée ou pas d'ailleurs, mais rien que de le proposer 20 fois, et puis c'est limite si on ne me redemande pas mon nom à chaque fois, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que ce soit cohérent et valorisant, que le client se sente comme un partenaire avec la marque de l'expérience qu'il est en train de vivre, et pas simplement comme quelqu'un qui va acheter une voiture et puis qu'on recontactera un jour. Donc tous ces points de vente-là, tous ces points de contact-là, c'est très important qu'on arrive à les rendre cohérents. C'est pas grave s'il y a beaucoup de points de sollicitation, c'est pas grave. Si tant est que tous ces points de sollicitation sont cohérents et, je le redis, valorisants pour le client, que le client sente qu'il y a un échange, que ce qu'il dit intéresse, que ce qu'il dit est exploité, que ce qu'il dit, dans l'absolu, a même un retour, et qu'on lui dise le retour de ses commentaires, ses suggestions, ses verbatims, ça c'est vachement important. À chacun des moments de vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle tout le dispositif à chaud. À côté de ça, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le dispositif à froid, qui est super important, qui est dans des moments clés. Alors, on en a identifié 2, mais il y en a d'autres, qui sont la livraison d'une voiture ou le passage en atelier. Là, de poser des questions sur l'expérience globale qu'il a vécue. Globalement, vous venez d'acheter une voiture, elle vient de vous être livrée. Depuis le départ, ça s'est passé comment ? Quelle a été votre expérience ? Et arrêtez de lui poser des questions, on avait un peu tendance à le faire jusqu'à maintenant, de lui dire « Est-ce qu'on vous a bien proposé un financement, un essai, un machin, un truc ?» Ce qui nous intéressait pour nous assurer qu'on respectait bien nos standards. Non, inverser complètement la donne et dire « Vous, votre expérience, c'était comment ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a déplu ? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir et que vous n'avez pas vu ? Et s'il y a des choses que vous avez aimé voir, pas vues et que vous exprimez, qu'on puisse avoir un échange sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point, c'est la valorisation de la parole du client. Le client, je pense, et l'automobile est peut-être un cas à part, sûrement, c'est un acte important d'acheter une voiture, c'est un acte émouvant. Et dans ces moments-là, le client, c'est important qu'il se sente partenaire avec la marque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais souligner, toujours dans la crédibilité de ce qu'on peut mettre en avant sur ce que nos clients nous disent, c'est faire en sorte que ce soit les clients qui fassent notre e-réputation. Aujourd'hui, quand on va dans un point de vente pour en faire entretenir sa voiture, on n'a pas tellement d'idée de savoir si c'est un bon ou un mauvais point de vente. On va changer ça, c'est-à-dire que les verbatims qu'on va recueillir auprès de nos clients sur la satisfaction ou l'insatisfaction qu'ils ont eu des points de vente, on va les rendre publics. On va les rendre publics sur le site du concessionnaire, on va les rendre publics sur le site de la marque au niveau du pays, pour faire en sorte que il y aura, un client ira sur le site de la marque, il cliquera sur, je dis n'importe quoi, Amiens, et à Amiens, on lui dira qu'il y a 3 concessionnaires, et celui-là, il est noté
4 étoiles et demie sur 5 avec des super bons verbatim, celui-là est moins bon. Et ben voilà. Tu parlais de comment on gère la qualité de service dans le réseau. C'est aussi une manière de gérer la qualité de service dans le réseau. C'est de faire prendre conscience à nos réseaux que c'est le client qui a le dernier mot. Et ça, c'est vachement important. Et le dernier point que je voulais aborder, alors pour ce point-là, hein, on a déjà des outils, vous avez déjà entendu parler de Citroën Advisor, qui fonctionne comme ça, qui est le début de l'e-réputation. Le client peut s'exprimer librement. On cherche vraiment à pousser ces sujets-là et faire en sorte que ce soit le client qui fasse de manière transparente, normée, donc crédible, la réputation de la marque et des points de vente. Le dernier point que je voulais aborder, c'est aussi d'essayer d'anticiper l'avenir. On a présenté un plan stratégique donc, la semaine dernière qui est assez nouveau. Un, c'est devenir un constructeur de référence. Bon, c'est super, hein, devenir numéro 1, c'est super, on y croit tous, c'est une belle ambition. Elle est très bien portée, très bien nourrie, donc c'est pas simplement des jolies phrases, mais c'est normal de devenir un constructeur de référence, c'est assez normal. Il y a l'autre aspect, c'est devenir un acteur majeur de la mobilité. Donc c'est changer de métier. Notre métier aujourd'hui, c'était vendre et entretenir des voitures. Demain, c'est répondre aux besoins de mobilité de nos clients. Ce n'est pas obligatoirement de la vente de voitures, ça peut être de l'autopartage, ça peut être de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers, ça peut être ce qu'on appelle le car sharing, ça peut être les notions de leaser, accentuer le point de vue sur la notion de leaser. Bref, passer de l'acte de vente d'une voiture ou de la possession d'une voiture à un acte d'usage et être beaucoup plus dans la notion d'usager. Et donc ça veut dire également changer nos modes d'interaction avec nos clients. Nos clients ne sont plus simplement nos acheteurs ou ceux qui entretiennent chez nous, c'est aussi des usagers, pas obligatoirement de nos voitures d'ailleurs, mais avec qui on peut interagir. Je vous donne juste un truc. L'année dernière, le groupe PSA a vendu à peu près 3 millions de voitures dans le monde et on a vendu 15 millions. On a interagi avec 15 millions de clients pour leur vendre quelque chose. Un service ou des voitures, mais aussi des services. 15 millions de clients. Et c'est bien sur ces 15 millions de clients-là que pour développer également notre business, on va détourner un peu notre regard. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de produire et vendre des voitures, mais détourner un peu notre regard pour l'élargir et avoir une vision beaucoup plus usagée qu'acheteur. Enfin, du coup, Françoise, les principaux enjeux de votre nouveau dispositif, on sait déjà, vous nous avez parlé de vos dispositifs d'écoute client, mais vous écoutez aussi via d'autres feedbacks, les réclamations par exemple, vos clients, avec qui vous combinez ça. Vous vous posez aussi des questions via le CRM que vous voulez avoir sur les demandeurs d'emploi. Tout ça, c'est plein de défis nouveaux pour englober un système d'écoute beaucoup plus global en fait. Oui, je crois que Bon, alors, il y a sûrement beaucoup d'enjeux et beaucoup de choses qui nous attendent. Je dirais, j'en vois deux principales. La première, c'est finalement d'arriver avec tout ça à délivrer le bon service à la bonne personne. J'entendais parler tout à l'heure d'enchantement, de la relation, etc. Alors, quand on interroge les demandeurs d'emploi et les entreprises, finalement, on n'est pas mauvais sur la relation. On a plutôt des scores à 85%, etc. En gros, finalement, souvent, on nous dit, mon conseiller, il est très gentil, mais bon, finalement, ce qu'il me propose, c'est pas exactement forcément ce dont j'ai besoin. Mais voilà, il est sympathique, ça se passe bien, il est aimable, il fait ce qu'il peut pour m'accompagner. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est effectivement que ce conseiller reste tout aussi aimable, voire progresse. On a aussi, évidemment, on travaille aussi sur nos attitudes de service, etc. Enfin, c'est fondamental et on est une entreprise de service. Enfin, voilà, donc service public, c'est service. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus et il faut évidemment qu'on continue et qu'on progresse sur ce sujet-là. Mais aussi qu'on progresse sur le fait d'adresser la bonne offre de service au bon demandeur d'emploi ou à l'entreprise. Aujourd'hui, on est à Pôle emploi dans une offre de service qui se différencie de plus en plus. Pourquoi ? Parce que on est face à des publics dont les besoins se différencient de plus en plus. On a des demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui complètement autonomes sur Internet, qui n'ont pas
besoin de Pôle emploi pour aller trouver des offres d'emploi. Les offres d'emploi, elles existent, elles sont sur le net, elles sont dans les réseaux. Il n'a pas besoin forcément, celui-là, que Pôle emploi le fasse venir tous les mois pour lui donner des offres d'emploi. Ça ne l'intéresse pas. Par contre, il va avoir besoin d'autres éléments. Il va avoir besoin de peut-être des conseils sur quand il fait une candidature, comment se positionner, etc. Et puis, on a aussi des demandeurs d'emploi qui, eux, sont un petit peu à l'autre bout en termes d'autonomie et qui ont vraiment besoin davantage d'être accompagnés chaque semaine, chaque mois par un conseiller qui va lui donner des rendez-vous en physique ou au téléphone, etc. Donc, on a vraiment une offre de service qui se différencie, qui se personnalise de plus en plus et tout l'enjeu, si on veut finalement réussir à booster notre satisfaction et réussir la transformation de Pôle emploi, c'est d'arriver effectivement à faire le bon diagnostic et délivrer le bon service à la bonne personne. Et pour ça, je pense qu'une meilleure connaissance qu'on acquiert à travers les enquêtes, alors en général, mais aussi, comme on l'a vu, à travers les retours très individualisés de ces enquêtes, vont nous permettre de nous appuyer aussi là-dessus pour progresser de façon importante sur le sujet. Et du coup, le deuxième enjeu, finalement, de tout ça, c'est... alors que on a développé, notamment avec Ipsos, ce système de retour d'enquête et de retour sur la satisfaction qui est assez agile. On a développé ça en très peu de temps. D'arriver à faire en sorte que tout ça puisse se plugger, s'intégrer dans notre système d'information qui, vous en doutez, pour une entreprise comme la nôtre de 55 000 personnes, n'est pas un système aussi agile que le système que l'on a développé. Donc il va falloir qu'on arrive à faire rentrer ces résultats de satisfaction dans les dossiers des entreprises, dans les dossiers des demandeurs d'emploi. Vous disiez tout à l'heure, quand on interroge les personnes, ils n'aient pas l'impression comme ça que finalement on les interroge et puis qu'on a les mémoires très courtes et qu'on ne sait plus ce qu'on a fait avec eux, mais qu'on puisse garder tout cela en mémoire pour éclairer la relation. Et le défi, c'est effectivement d'arriver à plugger des choses assez agiles qui ont été développées rapidement pour répondre à des besoins qui étaient immédiats, pour lesquels on ne pouvait pas attendre plusieurs mois de développement, avec nos gros systèmes d'informations qui sont très sécurisés aussi, parce qu'on manipule des données personnelles des individus. Et donc, voilà, c'est d'arriver à faire en sorte que tout ça puisse s'harmoniser, et y compris avec des outils CRM purs qu'on est aussi en train de développer et de perfectionner. Donc voilà les deux grands défis, en tout cas, que je vois sur le sujet à relever dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Françoise, merci Denis, merci Romain. Je trouve que ces échanges, on pourrait en parler encore longtemps, mais le temps nous est compté justement, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ces échanges. Je pense qu'on a entendu d'entreprises très différentes, des histoires finalement très, très convergentes aussi. On parle aussi de proximité, d'intimité quelque part avec ce client, comment réussir à créer des relations fortes. Et je pense que l'écoute et la capacité à bien écouter y contribue et permet d'alimenter l'avenir. Il nous reste un tout petit peu de temps. Monsieur, oui, pour prendre quelques questions, dont certaines m'ont été transmises. Mais d'abord, si quelqu'un souhaite poser une question directement par des modes offline, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, je vais prendre la liste de questions qui m'est remontée. Alors, Françoise, quel exemple concret d'action corrective Pôle emploi a mis en place récemment? Question piège. Il faut me donner quelques minutes pour réfléchir. Je vais en prendre une qui est plus qu'une action corrective, qui est réellement qui est une transformation très importante, mais qui part bien de ces constats des demandeurs d'emploi. Jusqu'à présent, quand vous vous inscriviez à Pôle emploi, votre dossier de demande d'allocation était, j'allais dire, passé un peu de main en main. C'est-à-dire, on était comme une entreprise, une construction automobile, le dossier circulait, ce qui fait que finalement, quand le demandeur d'emploi
d'emploi voulait savoir où en était son dossier, eh bien, ça pouvait être Pierre, ça pouvait être Paul, et puis il avait des réponses qui lui étaient données un petit peu par tout un chacun, donc il repartait, il n'était pas content, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, et ça c'est une transformation qui se met en place là, qui maintenant est mise en place partout, eh bien, votre dossier d'allocation, il est géré par un seul individu qui... alors, on va attendre l'annonce, voilà. On a 10 minutes. Voilà, donc votre dossier, eh bien, il est géré par un seul individu, de bout en bout, et ce conseiller-là, eh bien, vous aurez la possibilité de le contacter et d'avoir un échange directement avec lui. Et ça, typiquement, c'est vraiment en analysant à la fois les résultats d'enquête, à la fois les résultats de réclamation. On parlait aussi de réclamation. On a aussi mis des systèmes d'analyse assez intelligents sur nos réclamations qui nous ont permis de faire ce point-là de transformation. Alors derrière, c'est pas forcément simple, mais voilà, je vous en donne un. Il y en a bien d'autres, hein, puisqu'on vient de changer beaucoup de choses dans nos organisations. On a mis en place l'inscription en ligne, qui est aussi, mine de rien, une petite révolution. Hein. Notre directeur général, qui était avant aux impôts, a dit... voilà, vous avez vu les impôts, là maintenant, la déclaration en ligne commence à être obligatoire pour certains. Bien, pour les demandeurs d'emploi, l'inscription en ligne, elle s'est faite en quelques mois et non pas en quelques années. Donc, l'inscription est en ligne et vous n'avez plus besoin de vous rendre dans une agence Pôle emploi pour être effectivement inscrit. Donc voilà, ce sont des transformations qui se font et qui sont chaque fois basées sur ce que nous disent les demandeurs d'emploi de leur expérience avec Pôle emploi. Merci beaucoup. C'est bien des questions pour chacun, en fait. Denis, les organismes de crédit sont nombreux. C'est vrai. Quels avantages concurrentiels avez-vous l'impression que l'écoute client vous apporte ? Alors, dans notre concurrence, on n'a pas que des organismes spécialisés comme nous. On a aussi toutes les banques qui jouent sur d'autres drivers, du coup beaucoup plus relationnels eux aussi. Parce que concrètement, ils ont une relation qui est entretenue, qui est quotidienne avec le client. Le client peut aller assez facilement vers eux. Dire quels sont les éléments... pour être tout à fait honnête, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, justement, on a probablement, dans les années qui sont passées, pas assez travaillé sur cette notion d'expérience client. Et donc aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des clients satisfaits parce qu'on les traite bien. De là à dire qu'on est extrêmement différent si on se base juste sur un temps d'attente pour avoir quelqu'un au téléphone, on ne l'est pas. C'est bien là tout le sens de l'histoire, je dirais. Alors, dans la relation qu'on est en train de construire, malgré tout, quand on regarde nos baromètres de satisfaction, on a des questions de différenciation. C'est globalement positif pour nous, y compris auprès des clients qui sont clients d'autres organismes que nous. Donc, on sent qu'on a un avantage. De là à dire que c'est le baromètre qui a permis de le faire, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est tout ce qu'on construit à partir de ça. Alors, ça va bien sûr sur ce baromètre, sur les recherches de différenciation. Ça peut aller également sur un travail qui dépasse justement la relation client et qui intègre les notions d'expérience client. C'est tout le travail qui a été fait sur l'image de marque. Si aujourd'hui vous avez tous en tête le petit personnage vert, c'est parce qu'il a un rôle quand même à rendre comme beaucoup plus sympathique l'entreprise et que c'est des choses qui ressortent. Et comment de choisir un organisme de crédit, on trouve d'une manière générale cet élément plus sympathique que les concurrents qui n'ont pas ce magnifique petit bonhomme vert. Donc je dirais que c'est un ensemble de choses, ce n'est pas uniquement le suivi du baromètre. Après, très concrètement, il y a des pays où effectivement on peut se dire qu'on a amélioré la relation client parce qu'on a eu des opérations très concrètes issues du baromètre qui nous ont permis à un moment de lever un certain nombre d'insatisfactions. Je crois que c'est encore en train d'être construit et je crois qu'on aura un temps d'avance si on va plus vite que les autres sur la manière d'intégrer cette notion d'expérience client et de se dire que c'est un ensemble. Je prends un exemple, aujourd'hui on a un pays, c'est la Roumanie. On doit avoir de mémoire un peu plus de 80% des clients qui nous recommanderaient certainement. Bon, quand je vais en Roumanie et que je regarde ce qui s'y passe, le premier critère qu'on a dans ce pays-là, c'est de se dire il y a quelqu'un qui me répond quand j'appelle. C'est pas le cas partout. Donc chez nous, on décroche. Donc on voit la distance qui nous reste à parcourir pour être dans des pays beaucoup plus matures comme la France où le fait de décrocher, c'est juste normal, puis ça a intérêt à aller vite parce que sinon ça va chauffer. Voilà, donc là, on a autre chose à apporter quelque part aux clients. Les taux de recommandation sont quand même plus modestes. Mais justement, là, on travaille avec ça. Et l'avantage, je dirais, dans cette dimension très internationale, c'est de pouvoir se dire,
j'ai des pays plus matures qui vont venir nourrir, d'où le retour à mon histoire de communauté, qui vont venir nourrir ces pays un peu moins matures et qui vont prendre un temps d'avance. Donc tout ce qu'on fait, je dirais, dans les pays plus matures où vous connaissez notre concurrence, etc. Bon, sur la France, ça nous permet probablement de rester le leader sur le secteur. Dans les autres pays, ça va nous permettre de vraiment prendre un temps d'avance et de se dire que là, clairement, on met la distance bien plus grande avec nos concurrents. Alors, dernière question pour Monsieur PSA. Je lis. Donc on va avoir un amoureux du service design. Pouvez-vous donner un exemple de création d'un nouveau service issu de l'écoute client? Alors, création de service en tant que tel, non. Priorisation de service, sûrement. On a aujourd'hui, on a déjà de manière assez historique la panoplie complète, on va dire, des services nécessaires à la satisfaction ou la resatisfaction de nos clients. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous manque peut-être, et ce qu'on est en train de construire, c'est l'harmonisation de ces services. C'est faire en sorte d'avoir une orientation qui soit une orientation de type direction client, pour faire en sorte d'avoir la vue globale de ce que le client voit. Je vais donner un exemple bête. Aujourd'hui, on fait des enquêtes quand un client achète sur la qualité du service qui lui a été délivré dans son point de vente. On fait des enquêtes sur la qualité de son produit quelques mois après. On fait des enquêtes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rendre cet écosystème harmonieux. On fait des enquêtes sur les services connectés qu'on peut lui vendre. On fait des enquêtes sur son financement, etc. Et c'est faire en sorte que cette harmonisation se fasse pour que lui ait le sentiment d'être un interlocuteur unique et pas l'interlocuteur de X services. Tu parles de services, X services différents. C'est bien ça ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est faire en sorte que le client se sente unique, que son expérience, c'est celle-là qui nous intéresse. Il y a une question qu'on a presque envie de lui poser, qu'on lui posera peut-être pas parce que je trouve que c'est limite éthéré, mais c'est globalement quand son expérience client est terminée, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que son expérience client l'a rendu heureux? Alors, je pense que c'est des questions qu'on sera amené à poser un jour et qu'on voudrait un jour poser à nos clients. Est-ce que vous êtes heureux? Aujourd'hui, je pense que c'est un peu, ce serait pas obligatoirement très bien reçu, non pas parce que nos clients sont malheureux, mais parce que ils n'ont pas complètement intégré eux-mêmes cette notion d'émotion dans ce qu'ils ont à nous dire. Mais pourtant, c'est ça ce qui nous intéresse. Donc, c'est rendre pas de service unique, mais c'est rendre homogène cette écoute du client. Et ça passera peut-être effectivement un jour par une organisation complètement centrée autour du client. Parfait. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous êtes heureux, mais en tout cas, c'est l'heure de terminer. Donc, je vous remercie. Merci de votre attention, merci de votre participation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.